Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo plus musicale, comme j'avais pu le dire précédemment. J'allais faire des rubriques différentes une semaine sur deux entre le sport et la musique. Et cette semaine on se rejoint pour une vidéo musique. Parti. Donc le thème abordé cette semaine c'est la K-pop. Oui, j'avais dit que je ferais une vidéo K-pop bien plus tard, mais vu que beaucoup de monde me l'ont demandé rapidement, je préfère la faire maintenant, comme ça c'est fait. Donc qu'est-ce que la K-pop? Déjà ça veut dire Korean pop, donc c'est la pop coréenne concrètement. En gros, c'est des groupes entre 3 et 17 membres. Généralement voilà, bon généralement ça tourne entre 4 et 10 membres grand maximum, mais il y en a qui ont réussi à avoir 17 membres ou 15 membres du style Super Junior, qui est l'un des groupes phares de la K-pop. Il y a aussi des duos et des artistes solo, mais eux ne sont pas véritablement classés... C'est classé K-pop, mais c'est plus solo. K-pop veut dire plus groupe quand même. Dans la K-pop, il y a des boys bands et des girls bands. C'est très rare qu'il y ait des groupes mixtes. Bon, dernièrement, il y en a eu un qui s'appelle Cars, que je parlerai peut-être plus tard dans la vidéo, qui est un groupe composé de 2 filles et 2 garçons qui débuteront très bientôt d'ailleurs, dans quelques jours. Il y a généralement une hiérarchie dans les groupes. Il y a un leader, un membre plus jeune que les autres, un chanteur principal, des chanteurs secondaires et des rappeurs. Généralement ça se passe comme ça. Il se peut qu'il y ait pas de leader, ou qu'il y ait que des chanteurs, ou que des rappeurs, ou cela peut varier en fonction du style du groupe. Dans la K-pop, vous pouvez retrouver plusieurs styles différents comme du rap, de la pop, de la soul, des musiques d'ambiance, des musiques tristes. Il y a vraiment tout genre de style. La K-pop a débuté dans les années 90 avec des girls bands et des boys bands, avec un style très particulier, avec une période assez difficile de la Corée où elle a essayé de se reconstruire. Et la musique était totalement différente de la K-pop qu'on peut retrouver actuellement. Je vais mettre des images de groupes avec leur nom de leur époque, dans les années 90 à 2000. Parce que cette époque-là, c'était en train de se développer. Vraiment, c'était pas vraiment le style qu'on peut retrouver actuellement. C'est entre les années 96 et 2000 que la K-pop s'est vraiment plus ouverte sur le monde, avec des groupes comme H.O.T pour les garçons ou plus Fin.K.L pour les filles. C'est vraiment 2 groupes, on va dire, qui ont porté la K-pop pendant ces années. Il y en avait d'autres aussi, je fais aussi défiler en bas, comme par exemple les G.O.D ou les Chinois pour les garçons, et S.I.S pour les filles aussi, qui étaient très influentes à cette époque-là. Dans les années 2000 à 2005, la K-pop s'est beaucoup plus ouverte sur le monde, avec beaucoup plus de girls bands et de boys bands, dont pas mal de girls bands qui se sont ouverts par exemple avec des concepts sexy, comme les Brown Eyes Girls qui ont sorti des clips, ou des MV qui se disent plus dans le jargon, on va dire ça comme ça, des clips beaucoup plus sexy, d'un niveau beaucoup plus haut qui à l'époque n'existait pas en Corée. Et des boys bands beaucoup plus nombreux comme par exemple Super Junior, ou avec des styles beaucoup plus variés, avec de la pop un peu plus simple, beaucoup plus américanisée si on peut dire ça comme ça. De 2005 à 2010, une nouvelle ère est arrivée, si on peut dire ça comme ça, avec une génération en 2007 de girls bands comme les Girls' Generation, les Kara, les Wonder Girls, qui sont principalement les groupes phares, si on peut dire ça comme ça, de la K-pop, où les girls bands ont vraiment explosé. Ça a aussi créé des guerres entre les groupes qui s'appellent fan war, c'est des guerres de fans en quelque sorte. Les groupes, enfin je cite principalement ces 3 là parce que ce sont les 3 gros qui ont réussi à créer une nouvelle ère avec un concept beaucoup plus mignon avec les Kara, qui a évolué au fur et à mesure avec les Girls' Generation, SNSD, Sonyeoshide en coréen. Je préfère dire Girls' Generation, c'est beaucoup mieux. Avec un concept peut-être plus mature par la suite, et les Wonder Girls qui ont l'un des seuls groupes qui a réussi à s'américaniser et à faire des connexions avec l'Amérique, comme par exemple un featuring avec Akon qui est sorti en 2013 si je me trompe pas, qui a réussi vraiment à percer, je peux dire ça comme ça, en Amérique. Concernant les boys bands, entre 2006 et 2010 c'était un petit peu compliqué, mais il y a quand même quelques boys bands qui sont démarqués des autres, comme par exemple Big Bang qui est l'un des piliers actuellement, qui a débuté en 2006, qui est un des piliers de la K-pop actuelle. Je pense que la majorité des personnes connaissent Big Bang. En 2008, il y a eu 2 autres groupes comme 2PM et SHINeeZ qui ont aussi révolutionné un petit peu
la nouvelle ère de boys band qui a amené une vague de fraîcheur, dont un côté sexy pour le 2PM et un côté plutôt jeune grâce à Taemin Deshani qui avait que 16 ans à l'époque si je me trompe pas et que c'était l'un des premiers à débuter très très tôt. Il y a aussi eu une autre vague avec les M-Black, les Beast et plein d'autres groupes qui sont arrivés dans cette période-là et qui ont amené un autre style plus urbain, si on peut dire ça comme ça, avec du rap, du vrai rap, si on peut dire ça comme ça, beaucoup plus mécanique et beaucoup plus américain là aussi. De 2010 à 2013, il y a une nouvelle ère encore une fois qui est arrivée avec de plus en plus de girls band et de boys band. Par exemple, en 2009, il y a eu un total de 525 girls band qui ont débuté. Et seulement 40 ont réussi à avoir une petite notoriété. Et une dizaine a réussi à vraiment percer, comme par exemple Sistar, Girls Day. Non, Girls Day, je crois qu'elles ont débuté en 2010, si je me trompe pas. Et il y a aussi eu le girls band A-Pink qui a débuté et qui a nous donné une nouvelle ère de fraîcheur avec un concept très mignon qui a énormément plu en Asie et qui a réussi à se placer au niveau des girls band de 2007 qui détrônaient absolument tout sur leur passage. Et c'est l'un des premiers à avoir percé. Bien sûr, il y en a eu d'autres par la suite, par exemple Sistar qui a réussi à faire une belle carrière, etc. Concernant les garçons de 2009 à 2012, il y a eu une baisse de boys band, entre guillemets, mais ça s'est révolutionné en 2012 grâce au EXO ou au BIP ou au New East qui sont arrivés et qui ont rapporté une nouvelle ère de fraîcheur. Et cette année-là, 350 boys band ont débuté. 350 boys band. Wow. L'année d'après, si je ne me trompe pas, les BTS ont eux aussi débuté et se placent actuellement à une place très haute sur le marché américain et international qui leur a apporté une popularité énorme. Comparé à en Corée, pendant une certaine période, pendant les 2-3 premières années après leur début, c'était très compliqué pour eux d'avoir une place en Corée. Mais grâce à leur popularité qu'ils ont eue internationale, ils ont réussi à se faire une place en Corée. De 2013 à 2017, donc jusqu'à aujourd'hui, une nouvelle ère est arrivée puisque la majorité des girls bands que j'ai citées précédemment se sont tous séparés. Tristesse, pleurons. Donc les Kara, les Wonder Girls, les Sistar. After School est sur le point malheureusement, mais une bonne partie d'entre eux se sont séparés parce que leur contrat se finissait, qu'elles n'ont pas voulu vraiment renouveler. Et une nouvelle ère s'est appropriée avec des groupes comme les G-Friends ou les Mamamo ou plein d'autres groupes qui arrivent avec une vague de fraîcheur. Concernant les boys bands, ces temps-ci, ils ont vraiment du mal à se faire une place, les pauvres, vraiment. Mais il y a des nouveaux groupes qui arrivent petit à petit. Mais c'est vrai que ces temps-ci, c'est vraiment la place aux girls bands. Si on regarde un peu partout, c'est les girls bands un peu partout. Tant mieux, parce que dans les années 2000, c'était complètement le contraire. C'était plus les boys bands qui venaient fantasmer tout le monde, en fait. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir que c'est les filles qui font fantasmer tout le monde. Il faut savoir que il y a 3 grosses agences en Corée, la SM Entertainment, la JYP et la YG. Ce sont les 3 grosses agences qui ont réussi à faire marcher le système K-pop en quelque sorte dans les années 2000. C'est grâce à eux où on va dire l'économie musicale coréenne a réussi à se développer. Actuellement c'est plus trop ça, on va dire qu'il y a beaucoup plus d'agences et c'est ouvert un peu plus à tout le monde et ce temps-ci il y a beaucoup de groupes d'une agence différente qui arrivent à marcher. Mais ce sont principalement ces 3 piliers. Les girls bands et les boys bands doivent avoir une tenue impeccable, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir une réputation qui ne bouge pas, qui est lisse, c'est censé être des filles parfaites et des garçons parfaits. La société coréenne demande ça. Après c'est vrai que les fans entre eux aiment bien quand il y a un côté bad boy ou bad girl, mais c'est vrai que par exemple ils n'ont pas le droit d'avoir de petits copains les 3 premières années de leur contrat. Ils n'ont pas le droit de manger n'importe quoi, ils ont un régime strict et ils doivent apprendre des chorégraphies 24 heures sur 24. Et du matin au soir, en fait, ils n'ont pas le droit à avoir de pause en quelque sorte. C'est vraiment très compliqué pour eux. Pour pouvoir suivre vos idoles, il y a des applications par exemple comme V-App qui permet de voir des lives en direct de ces groupes en quelque sorte, pour qu'on puisse les suivre et connaître un peu leur vie. Ils en parlent très souvent, mais on va dire que c'est dicté par leur agence, ils n'ont pas le droit de donner des détails. La plupart des idoles passent par la chirurgie, même si là-bas c'est tabou. 95% des idoles sont refaites, pas de la tête aux pieds, mais le visage pour les filles principalement ce sont les yeux et le nez, la poitrine et les fesses et la liposuction au niveau des cuisses et du ventre. C'est très compliqué pour les filles. Pour les garçons c'est souvent généralement les dents et le nez et les yeux aussi. C'est là-bas, enfin, si on regarde la majorité des idoles, ils ont tous les yeux refaits malheureusement. Ils font aussi parfois la mâchoire, pour avoir une mâchoire en V, pour ressembler plus aux Européens. Ça par contre, ça me dégoûte un peu quand j'apprends qu'ils font ça, parce que
Ils sont très bien comme ils sont en fait. Mais malheureusement c'est la société et le développement coréen, enfin l'industrie coréenne qui demande ça. Les idoles généralement vivent tous ensemble les 4-5 premières années de leur contrat. Ils sont dans des dortoirs et doivent vivre 24h/24 ensemble pour pouvoir être opérationnels s'il y a un déplacement à faire pour une tournée ou un concert ou même une émission télé. Il y a énormément de programmes TV concernant les idoles, que ce soit du divertissement, du chant ou même du sport. Il y a pas mal d'émissions comme Infinite Challenge, Running Man et d'autres émissions que là j'ai plus en tête, qui étaient que du sport, et les idoles devaient faire du sport pour plaire à leur communauté en quelque sorte. Des centaines et de milliers de jeunes coréens s'inscrivent dans des agences pour pouvoir devenir idol et ils sont appelés train. C'est très compliqué pour eux parce que très peu d'entre eux débuteront et malheureusement c'est une facette de la société en quelque sorte qui est cachée par les agences, mais la plupart des gens, des jeunes personnes qui sont recalées entre guillemets, ont sacrifié leur vie pour pouvoir entrer dans une agence et malheureusement la plupart se suicident. Vraiment c'est un cas vraiment, donc très peu de personnes en parlent mais c'est vraiment très important de le souligner que beaucoup d'entre eux se suicident mais on n'est pas au courant parce qu'on est... Il y a un cas qui a été médiatisé parce que la jeune fille était connue, elle s'appelait Sojin, elle faisait partie du programme Baby Kara pour rejoindre le groupe Kara, pour pouvoir intégrer ce groupe. Et malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée et son contrat a expiré et l'agence n'a pas voulu le re-signer. Et malheureusement, elle s'est suicidée quelques mois après l'émission parce qu'elle avait sacrifié toute sa vie pour pouvoir un jour intégrer une agence et le groupe. Et malheureusement, ses rêves se sont brisés. Et ça a été un cas où beaucoup de gens ont compris que c'était important de souligner les personnes qui ne débuteront jamais. Et je pense qu'il faut souligner que c'est très dur aussi pour eux, parce qu'ils sacrifient leur vie en quelque sorte, ils sacrifient leurs études, leurs économies, pour en fait se retrouver à la rue, quoi. La majorité des fans de K-pop sont généralement très jeunes, entre 10 et 20 ans. Mais la plupart ont 15 ans. Et ce sont encore de jeunes ados, surtout en Corée, où elles passent leur vie. Elles sacrifient leur vie vraiment pour leurs idoles et des fois ça peut aller vraiment très loin. Je sais que certaines avaient essayé d'empoisonner Yuno des Dangbang Chiki en 2005 si je ne me trompe pas, parce qu'en mettant de la colle dans une bouteille de coca, si c'était je crois que c'était un soda ou quelque chose comme ça, et il l'avait bu et il avait failli mourir intoxiqué. Les Super Junior ont eu un grave accident aussi, des fans sont rentrés dans leur bus et Kyung, un des membres, si je me rappelle bien, ça avait eu de gros problèmes d'intestin et une énorme cicatrice sur le ventre et il a failli mourir. Et ça a choqué tous les membres de savoir qu'ils ont failli mourir à cause de leurs fans. C'est vraiment c'est vraiment énorme en fait ce qui se passe au niveau des fans là-bas. C'est vraiment une autre communauté et énormément de gens les critiquent au lieu qu'en fait c'est juste pas la même mentalité que nous. Elles passent leur vie dédiée à leurs idoles en fait. Elles mettent des milliers d'euros dans leurs produits, ou même à faire des cadeaux. Il y a certaines fans qui offrent des forêts, des arbres à leurs idoles, vraiment pour eux. Je sais que, je crois que c'est dans les groupes BTS et EXO, où des fans ont acheté des étoiles. Ils ont donné le nom de leur star à l'étoile. Genre l'étoile, vous cherchez, je crois que c'était Sehun, un membre d'EXO, il a sa propre étoile. Vous imaginez le nombre d'argent qu'il a fallu mettre pour acheter une étoile? Ou un arbre, une forêt, enfin il faut vraiment être amoureux de leur idole et c'est vraiment une mentalité que nous, Européens et Américains aussi, ne comprenons pas. La K-pop s'ouvre de plus en plus sur le monde, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de membres étrangers qui intègrent les groupes de K-pop. Il y a de plus en plus de Japonais, de Chinois, de Taïwanais, de Thaïlandais même, je sais qu'il y a 4-5 Thaïlandais comme Bam Bam des GOT7 ou Lisa des Blackpink. J'ai eu un bug là, Blackpink, oui, qui ont intégré dernièrement de nouveaux groupes et ça s'ouvre de plus en plus sur l'Asie. Il y avait une seule française qui s'appelait Olivia qui avait intégré un groupe qui a malheureusement jamais vu le jour et qui a vite dissous et elle est rentrée en France, donc malheureusement il n'y a pas eu de français. Il y a Henry des Super Junior qui est canadien, chinois et qui parle très bien coréen et japonais. C'est vraiment un truc de fou. Il y a de plus en plus d'étrangers qui rejoignent la K-pop et je trouve que ça s'ouvre de plus en plus dans le monde et tant mieux. Chacun son avis pour la situation. J'espère que cette vidéo où j'explique un petit peu tout vous a plu. Je sais pas si elle va être très longue ou pas. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu et que si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre et à donner mon avis, à donner votre avis. Je vous écoute. Allez-y. Merci en tout cas d'avoir regardé.